Monsieur Savy, le 25 mai prochain, les électeurs vont pouvoir élire démocratiquement, donc leurs représentants au Parlement européen. Oui. Est-ce que ce Parlement européen, aujourd'hui, il a changé par rapport à il y a quelques années? Et est-ce qu'il a plus de pouvoir? Est-ce que, en votant le 25 mai, les gens auront plus de pouvoir pour faire évoluer les choses en Europe qu'ils n'en avaient, ne serait-ce que lors des dernières élections? Oui, alors là, je crois que cette fois, ça vaut le coup d'aller voter. Parce que il y aura un lien entre le vote des citoyens et le choix du président de la Commission, qui est l'organisme qui prépare les décisions, mais plus que ça, qui fait un peu la pluie et le beau temps. Et selon que la majorité du Parlement sera progressiste ou conservatrice, le président de la Commission, il sera lui-même ou progressiste ou conservateur. Alors on a des présidents conservateurs de la Commission depuis Jacques Delors, ça fait un bout de temps. Il y a peut-être ici une occasion de changer, et je crois que ce serait important pour l'Europe. Changer cette majorité au Parlement européen, est-ce que c'est important aussi parce que le Parlement européen a plus de pouvoir dans la mécanique européenne aujourd'hui? Oui, il a beaucoup plus de pouvoir parce que quantité de décisions ne peuvent pas être prises contre lui et ça change complètement les choses. Et ce Parlement, il aura à faire des choix aussi sur ce que doit être l'Europe et des choix qu'on n'a jamais faits. En gros, il y a deux conceptions entre lesquelles on n'a jamais pu choisir. Est-ce que l'Europe, ça doit être un grand marché? Alors on élargit et les Américains sont contents et les Anglais aussi. Ou au contraire, on veut que l'Europe soit une puissance dans un monde où le rôle des grandes puissances, on le sent bien, devient décisif. Si dans ce monde, l'Europe doit compter, il faut qu'elle soit une puissance. Et là encore, selon qu'il y aura une majorité ou conservatrice ou progressiste, le choix ne sera probablement pas le même. Mais qu'est-ce qui a changé dans la façon dont on prend les décisions en Europe qui fait qu'aujourd'hui, ça devient important et ça a des conséquences quand on vote pour les députés européens? Est-ce que le Parlement européen aujourd'hui, encore une fois, a plus de pouvoir dans la mécanique européenne? Oui, parce que le nombre de décisions qui ne peuvent pas être prises contre sa volonté a été considérablement augmenté. Aujourd'hui, le Parlement, c'est un vrai Parlement. Ça veut dire que aujourd'hui, le fonctionnement de l'Europe est plus démocratique qu'avant, parce que c'est un grand reproche qu'on fait aujourd'hui à l'Europe, entre guillemets, c'est ça n'est pas démocratique, ce sont des technocrates à Bruxelles. Alors, est-ce que ce sont des technocrates à Bruxelles qui décident, ou est-ce que ce sont aussi les gens élus par les Européens? Alors, la question des technocrates, c'est une vieille question. J'ai pratiqué les technocrates nationaux, j'ai pratiqué les technocrates européens. Je vais vous surprendre, les technocrates européens, ils sont infiniment plus ouverts que les autres. Pour une raison simple, c'est qu'ils ne sortent pas tous de la même grande école. Ils ont été formés dans une vingtaine de pays. Et ils arrivent en sachant que le monde ne ressemble pas à ce qu'ils ont connu chez eux. Ils ont donc une ouverture qui me rassure d'une certaine manière. Mais est-ce qu'aujourd'hui, en Europe, avec l'évolution du rôle du Parlement européen, ce sont les fonctionnaires nommés, les technocrates de Bruxelles qui prennent les décisions? Est-ce que ce sont les États ou est-ce que ce sont les députés élus par les Européens? Alors jusqu'à maintenant, ce sont principalement les États qui ont tranché sur proposition de la Commission. Si bien que la conception de la politique, c'était la Commission, et les États, ils approuvaient ou ils n'approuvaient pas. Est-ce que ça a changé, ça? Désormais, c'est complètement changé. Maintenant, il y a un troisième personnage dont on ne peut plus se passer. Et comme ce personnage, il est élu, moi j'ai tendance à penser que ça démocratise incontestablement les institutions européennes. Ce troisième personnage, c'est le Parlement. Ah, c'est le Parlement, oui. Et il faut que les gens soient persuadés que ça sert à quelque chose maintenant de voter, parce que selon qu'il sera ou conservateur ou progressiste, ce ne sera pas les mêmes politiques. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le fonctionnement est plus démocratique. Ça veut dire qu'on peut tout simplement faire de la politique, au sens noble du terme, en Europe? Oh, on en fait depuis longtemps, mais sans le dire quelquefois. Jusqu'à maintenant, il y avait une pensée unique dominante dans l'Europe, et tout le monde en convient à peu près. Alors les uns disent c'est le Front National, il faut en sortir. Les autres disent il faut y rester, mais changer. Les
politiques européennes. Et ça, je crois que c'est l'enjeu du vote du 25 mai. Alors, l'enjeu plus direct, c'est-à-dire l'influence des décisions qui sont prises au niveau européen, donc par les États et par les députés européens, puisque c'est eux qui décident in fine, est-ce que ces décisions ont des conséquences très concrètes aujourd'hui dans les régions et dans une région comme le Limousin? Les Limousins ne s'en rendent pas toujours forcément compte. Est-ce qu'il y a des conséquences concrètes dans les décisions qui sont prises à Bruxelles? Oui, alors moi je n'ai pas d'exemple concret qui me vienne à l'esprit, mais on considère qu'aujourd'hui, plus de la moitié des réglementations qui s'appliquent aux citoyens comme aux entreprises ou aux producteurs ou aux commerçants sont d'origine européenne. Alors c'est vrai que l'Europe s'occupe parfois de plein de choses dont elle ferait mieux de ne pas s'occuper et qui touchent à des détails de la vie quotidienne. Je crois que ça aussi, ça évoluera quand il y aura un Parlement qui aura son mot à dire et que ce ne seront plus les bureaux qui travailleront seuls dans leur coin. Mais vous avez été président de la région Limousin. Est-ce que pour une région, comme celle du Limousin, en plus qui n'est pas une région riche, est-ce que c'est important est-ce que les décisions qui sont prises à Bruxelles au niveau européen sont importantes? Il est évident qu'une région comme le Limousin a bénéficié des crédits de la politique régionale européenne dans des conditions qui ont été très importantes pour la région et que les agriculteurs aujourd'hui dans cette région, par exemple, ils savent tous bien qu'une part considérable de leurs revenus vient de la politique agricole commune. Alors on peut discuter de certains de ces aspects, mais l'apport de l'Europe est indiscutable. Il est indiscutable en matière de recherche scientifique, en matière de programme Erasmus pour les jeunes. Et l'Europe est dans notre vie quotidienne. Le drame de l'Europe, c'est que quand les choses vont mal dans un pays, les dirigeants du pays disent c'est la faute de l'Europe. Et quand l'Europe apporte des choses importantes, ils sont toujours prêts à aller couper le ruban le jour de l'inauguration. Et l'Europe souffre un peu de ce qu'elle est, un peu le bouc émissaire de la médiocrité des politiques nationales. Il y a un peu d'hypocrisie de la part des élus vis-à-vis de l'Union européenne, nationaux ou locaux. Je ne sais pas si c'est de l'hypocrisie, ça y ressemble quand même, oui. Aujourd'hui, ce ne sont que des enquêtes d'opinion, mais les enquêtes d'opinion disent qu'il y a un mouvement, un petit peu de défiance chez les électeurs vis-à-vis de l'Europe. Les partis anti-européens, a priori, devraient faire un score important. Est-ce que ça vous inquiète ? Oui, ça m'inquiète, même si je ne crois pas que les partis qui sont hostiles au principe même de l'Europe et qui sont favorables au repli national, aux partis populistes. Je ne crois pas que les partis populistes puissent avoir dans le Parlement européen un poids qui leur permette de paralyser les politiques. Mais il me semble en revanche qu'il faut que les citoyens soient convaincus que l'Europe en soi n'est pas à rejeter, mais que ce sont les politiques de l'Europe qui sont quelquefois à rejeter, et on peut les changer en votant, et en installant en Europe une autre majorité politique. Mais est-ce que ces intentions de vote anti-européennes sont l'illustration d'un phénomène qui vous inquiète dans la tête des électeurs, dans la tête des citoyens, ce rejet de l'Europe? Ça vous inquiète? Ce qui m'inquiète dans la tête des citoyens, c'est le rejet non seulement de l'Europe, mais aussi des institutions, même nationales. Quand je vois la montée de l'abstention, et que je regarde du côté des États-Unis d'Amérique, où ils en sont là depuis longtemps, je me dis que c'est la pente sur laquelle on se trouve, et que l'Europe n'est probablement pas beaucoup plus maltraitée que... Vous savez, les pourcentages d'abstention aux élections régionales ou aux élections européennes ne sont pas très très différents. Et même les municipales sont atteintes maintenant. On l'oublie souvent, en Limousin, on a souffert de conflits entre pays de l'Union européenne. On a même payé très cher ces affrontements entre nations qui aujourd'hui coopèrent au sein de l'Union européenne. Est-ce que vous pensez que cet oubli des origines de l'Europe est consommé aujourd'hui? Est-ce que c'est un problème? Est-ce qu'on a oublié pourquoi on avait fait l'Europe?
Oui, je crois qu'on l'a oublié. Enfin, ma génération ne l'a pas oublié, mais ma génération est de moins en moins nombreuse dans la population actuelle. Moi, j'ai vécu la Seconde Guerre mondiale, mais les adultes et les jeunes d'aujourd'hui ne l'ont pas connue. Alors, quand on leur raconte ça, ils reçoivent ça comme une histoire d'anciens combattants. Et la France connaît une période de paix d'une longueur qu'elle ignorait depuis très, très, très longtemps. Alors, on ne pense plus à ça. J'ai envie de dire que c'est très bien. En revanche, il y a d'autres enjeux aujourd'hui qui sont d'une autre nature. La plupart des pays européens ont construit des systèmes équilibrés, c'est-à-dire où il y a des libertés publiques, où il y a des droits sociaux, où il y a des services publics. C'est pas partout comme ça dans le monde. Et il faudrait qu'ils se disent que la manière dont le monde évolue, la vague libérale qui déchaîne la concurrence à partir de pression sur les conditions de vie, sur les salaires, sur l'environnement, sur la fiscalité, tout cela peut démolir le modèle dans lequel les générations d'aujourd'hui ont été élevées. Ce modèle européen de paix, d'une part, et ce modèle social européen, il peut partir très vite. Il ne peut pas partir très vite, mais il peut partir. Ce qui me frappe, moi, c'est qu'on le grignote progressivement. Et ce qui me frappe, c'est même un changement dans le vocabulaire. On nous dit aujourd'hui, il faut faire des réformes. Il y a un demi-siècle, quand on parlait de réformes, on se disait qu'est-ce qu'on va faire pour que ce soit mieux qu'avant. Aujourd'hui, le sens du mot a changé. Quand on dit il faut que la France se réforme, ça veut dire il faut qu'elle renonce à un certain nombre d'éléments d'organisation de sa vie sociale que les gens trouvaient très bien. Elle est menacée, l'Europe aujourd'hui, la paix en Europe, elle peut être menacée. Le modèle social qu'on a en Europe, il peut être menacé. Le modèle social qu'on a en Europe est manifestement menacé au nom de la concurrence. Tous les territoires du monde sont en concurrence, toutes les villes du monde sont en concurrence. Et pour être meilleur que l'autre, pour trouver de nouveaux débouchés, on doit rogner sur les avantages sociaux, les salaires, le respect de l'environnement. On fait du dumping fiscal. Et tout cela, si on fait du dumping fiscal, ça veut dire qu'on a moins d'argent pour faire fonctionner des services publics qui profitent à tout le monde. Il me semble qu'il y a là un danger très très grand, mais c'est plus compliqué d'expliquer qu'il faut se battre contre ça que d'expliquer qu'il faut se battre pour défendre la frontière franco-allemande. Et la paix, elle peut être menacée un jour, très vite. Mais vous sentez bien qu'elle est menacée partout dans le monde, qu'elle prend d'autres formes, les conflits prennent d'autres formes. Mais vous sentez bien qu'il y a toutes ces migrations extraordinaires du monde pauvre vers le monde moins pauvre. Vous sentez bien que dans n'importe quelle partie, y compris de l'Europe, des conflits sont sur le point d'exploser à tout moment. Qui parlait de l'Ukraine il y a 2 mois? Personne. Aujourd'hui, on sent qu'il y a là un foyer de risque. Alors ça veut dire que on peut avoir la guerre en Europe demain, ou après-demain. Ça veut dire qu'il faut que l'Europe soit une puissance politique, économique, militaire, diplomatique, qui lui permette de se faire respecter par les autres, et qui lui permette de veiller à l'ordre sur son territoire, elle. Merci.